Les réalisateurs m'ont d'abord montré des dessins de Monsieur Flap, parce que c'est pas évident de décrire le personnage. Et tout de suite, tu sens qu'il y a un personnage qui a une espèce de folie douce, folie tendre. Enfin, il fait un peu penser à une espèce de Pierre Richard animé. Enfin, il y a ce truc-là tout de suite qui te saisit. Et ensuite, il y a eu le duo de Brice et Nico, les réals qui sont extrêmement... pareil, tu sens qu'il y a un grain, quelque chose, il y a quelque chose qui est en eux qui est assez excitant. Tu as envie de voir un peu ce qu'ils sont capables de donner. C'était Monsieur Flap, c'était leur première série, première réal. Moi, en tant que spectateur, j'avais été surpris par la saison 1, qui, sur un concept assez léger d'un héros à tête de cul, arrive à soulever énormément d'émotions, à raconter plein de choses et à toucher beaucoup les gens. Donc le but, la seule condition de faire une suite, une saison 2, c'était d'aller encore plus loin, d'explorer encore plus les personnages. On va essayer d'être un peu plus ambitieux, un peu plus sophistiqué dans l'écriture. Avant même le démarrage de la saison 2, Brice et Nico, ils étaient rincés, parce qu'ils avaient bossé comme des fous. Donc moi, quand je suis arrivé sur le truc, je savais déjà que ça allait être la merde. Clairement. Ça a été rude pour tout le monde, hein. Je pense que... Moi, ce que je me souviens surtout, c'est de ce moment où on a décidé avec David et Nico de dire « Mais oui, mais vas-y, on n'a qu'à vendre 2 saisons d'un coup. On va faire 2 d'un coup. » Ils s'étaient mis eux-mêmes dans une situation critique en termes de scénario, à savoir c'était hyper difficile de rebondir avec la fin de la saison 1. On a vraiment déchanté effectivement à l'étape de l'écriture. Et c'est cette ambition qui s'est transformée un peu en pression au final et qui fait que trop de pression fait qu'on s'est un peu perdu. En fait, Flap, c'est une série qui doit être simple à faire. Et en fait, non, c'est très compliqué de faire simple. Il y a eu des gens rebutés en interne à France Télévisions. Voilà, un personnage à tête de cul, c'est le service public, et ainsi de suite. Alors oui, et en même temps, c'est extrêmement drôle, très touchant, ça dit plein de choses sur notre société, et sur l'amour, et sur le rapport entre les gens, et sur maintenant la famille. Si on s'arrête à l'aspect de Monsieur Flap, c'est qu'on ne comprend pas la série, qu'on ne peut pas la comprendre. Voilà, on ne peut pas en comprendre la profondeur, la portée. Et je vois pas pourquoi un homme à tête de cul pourrait pas avoir une mission de service public. En fait, c'est quoi ton nom déjà? J'ai pas compris. Le personnage est génial, en fait, voilà. La saison 1 avait super marché. Quand on a un programme comme celui-là, ça paraît évident qu'on veut proposer une suite, surtout si les auteurs ont plein d'idées. Il va jamais réussir à s'intégrer. Très souvent, je me suis dit là, on va au-devant d'une catastrophe artistique, soit catastrophe artistique, soit catastrophe de production, tu vois. Ouais, la prod, elle était un peu sous tension. Du côté de Slash, on avait un petit peu peur, effectivement, que ça n'arrive pas. Franchement, c'était dur. Hein. Il y avait beaucoup de choses qui changeaient par rapport au script. Très souvent, je me suis dit, on va pas y arriver, quoi. La méthode de travail qui a été mise en place au début de la saison 2 n'était juste pas la bonne. Trop tôt, en fait, à demander aux acteurs d'enregistrer toutes les voix. Et en fait, on n'était pas prêts. On n'était pas prêts parce que les scénars n'étaient pas béton, les histoires n'étaient pas béton, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec plein de rushs. Partir sur des scripts validés, complets, c'est pas une bonne idée. La saison 2, on l'avait écrite à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on avait pris du temps pour l'écrire. On l'avait écrite, on avait mis 6 mois, quoi. Le board est à inclure dans l'écriture, en définitive. C'est vrai que les équipes, ils en ont bavé dans la mesure où ils ont eu plein de moments où ils ont été en pause. On a dû les arrêter, on a dû... Putain, on va se voir en salle de réunion en fait. On n'a pas le matos qu'il faut pour que vous puissiez bosser, que vous puissiez avancer correctement. Donc on est obligé de vous mettre en pause et ça, ils l'ont eu plein de fois. Avec les quotas très élevés, l'exigence aussi élevée et temps de production comprimé à l'extrême. C'est très dur en plus d'être dans le truc et de se dire faut que je mette ces gens en pause, encore, une 4e fois. ça c'est horrible. Bon, j'ai un peu l'impression d'avoir fait un marathon avec cette prod en apnée. Ouais, du coup, avec tous les problèmes qui ont été révélés dans le fonctionnement de la saison 2, il fallait absolument qu'on trouve des solutions pour la saison 3.
qui était très dur, c'était de relancer un arc. Et très rapidement, on s'est rendu compte aussi que Flap et Anaïs, on avait envie de les voir évoluer ensemble, d'avoir ce truc un peu feel good, un peu positif. Là-dessus, Balak, il nous a vachement aidé. En fait, c'est lui qui a trouvé l'idée de changer l'univers diégétique, de changer le monde en fait. Ce qui a permis de relancer l'histoire de Flap, c'est qu'ils arrivent dans un monde qui a changé. Et c'est ça qui fait la nouvelle donne. Dans cette situation en fait de famille pauvre qui essaye de se sortir de la misère, on retrouve un peu le Flap et l'Anaïs du début qui sont dans la transgression, qui vont déconner, aller un peu chercher les limites de ce qui est acceptable. Mais bon, c'est pour le bien du gamin, c'est pour se sortir de la merde et tout ça. Et Rocampol, Philippe, c'est bourré de vitamine C. Pense à Félix. Mais non, mais c'est trop dangereux. C'est notre dernier coup. Après, on raccroche. C'est peut-être très français d'ailleurs, cette famille un peu chercher un peu la transgression pour s'affirmer aussi d'une certaine manière, pour trouver sa place. La troisième saison, voilà, au niveau de l'écriture, c'était beaucoup plus partagé, avec Alexis très présent sur l'écriture et Balak, donc très présent au début et aussi à la fin en backup. C'est toujours bien que dans une équipe d'écriture, t'aies un mec qui soit là pas tout le temps, qui nous laisse gamberger et puis qui arrive à un moment et qui dit attendez les gars, vous avez fait quoi là? Un gang de gyroroues passe sur le pont des Flaps. Une grosse sirène de flics, oui, des guns réveillent les Flaps. Beaucoup de choses se passent dans la salle d'écriture. Et ce qui est assez fou chez eux, c'est qu'ils se connaissent tellement, ils sont tellement en confiance, que dans la salle d'écriture, toutes les idées peuvent être évoquées. Ah bah ouais, super. Alors vous êtes plutôt rustique, semi-rustique? Et c'est juste hyper agréable. Du coup, il n'y a aucun filtre, tout le monde peut balancer tout ce qu'il a envie. Et parmi 10 idées débiles qui sont jetées et qui font sourire, il y en a une qui fait exploser de rire tous les autres et on sait que c'est la bonne. Flap se malaxe les couilles comme un boxeur avec sa mâchoire. Et c'est un peu comme ça que sont écrites les comédies chez Bobby. En face, l'illuminé se fait oindre les nichons avec du Tiger Balm. Et elle frique les nargues avec un signe de type « On va vous fumer !» En fait, la lecture, ça sert à savoir si ton histoire, elle intéresse les gens. C'est un peu le moment de vérité du script, c'est-à-dire que c'est le moment où, en fait, instantanément, on voit ce qui marche pas. On veut jouer la dévaluation du Bitcoin qui fait qu'ils peuvent juste acheter une pizza au feu de bois. Ah oui, et puis ils prennent la pizza. Et voilà, tu fais bah c'est déjà ça, quoi. Ils sont aussi comédiens quelque part, ils interprètent beaucoup des personnages de la série. Il est passé au ton jeu de co, il est pété où? On donne vraiment l'énergie de l'épisode en live, quoi. C'est comme un petit spectacle et je pense que c'est un exercice qu'on adore faire. Hein? Putain la vache, t'as pas loupé. Bon attention, ça va piquer un peu. Claude lui remet ses couilles en place. On vient avec son petit papier en se disant c'est super, j'ai bien travaillé. Et en fait, c'est une bonne V1 qui va bien se faire défoncer. C'est parfait. On se rend très vite compte que c'est pas encore ça, c'est pas top. Donc ça demande du temps, voilà, ça demande du temps et plusieurs sessions en fait avant d'être béton et que tout le monde soit content, quoi. Claude sort une minuscule carotte de son potager. Oh putain, j'ai fait pousser une carotte. Voilà. Un truc qu'on a expérimenté sur la saison 3, c'est d'avoir un chef d'écriture, donc c'était Arthur qui faisait ça. Je peux aider à fixer des objectifs dans une réunion d'écriture. Ça nous a aidé, ça a permis à nous structurer, en fait, à, on va dire, professionnaliser l'écriture, quoi. Ouais, alors ça... Pourquoi vous avez besoin de le rajouter pour faire arriver Non, c'est un truc qui nous a fait délirer, alors on a la foule. C'est une V1, alors du coup il faut tout mettre. Hein. Les auteurs, eux, sont vraiment là pour pondre des nouvelles idées, rebondir, résoudre des problèmes techniques du texte. Et puis lui, il gardait toujours la structure en tête, il disait « Ah ouais, mais vous faites ça là, mais à tel épisode, il y a le perso qui fait ça. » Ça peut peut-être induire en erreur. Et puis aussi qu'il mettait la main dans le cambouis, c'est-à-dire qu'il dégrossissait des épisodes. Ça nous a aidé à aller super vite. Flap au bord de l'étouffement, Boulaire entend la voix de son fils. Relève-toi, toi. C'est l'électrochoc. Excusez-moi monsieur, vous pourriez m'en dire un peu plus sur vos asperges? Ah bah ouais, super. Alors vous êtes plutôt rustique, semi-rustique? Saison 3, c'est vraiment faite avec Alexis, qui a fait pas mal de pré-deck sur tous les épisodes. Tout d'un coup, on avait ce pré-storyboard en fait, qui permettait de baliser énormément l'épisode. Et tout d'un coup, ça déroulait vachement mieux, quoi. Ça allait plus vite, c'était plus efficace. Il avait fait plein de petites scènes
Et une fois qu'on a fini la saison 2, il nous a montré toutes les petites scènes qu'il a faites. Les propositions de cadrage d'Alexis, ça a vachement enrichi le délire. Et heureusement qu'il était là, sinon à la fin de la saison 2, on était vraiment à plat, quoi. Enfin, on avait donné toutes nos forces pour faire une fin de prod. On part souvent d'une blague visuelle et on se dit qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ce truc-là et le caler quelque part. Enfin, je me rappelle que Brice, quand il faisait son Monsieur Flap en femme, là, qui se redresse et qui tourne sa tête, je sais que c'était un truc, il voulait le voir. Et à partir de ce moment-là, tu te dis bon, bah, ok, il va falloir qu'on l'intègre dans l'histoire, je sais pas comment, mais on va de là. Et finalement, ça trouve toujours sa place à la fin. C'est ça qui est assez magique avec toutes ces idées qu'on sort, c'est qu'elles finissent toujours par arriver à un moment. Alors des fois, c'est 2 saisons plus tard, des fois, c'est dans une autre série, mais elles finissent toujours par arriver quelque part. C'est peut-être pas des passes VIP qu'il a pris, mais des éco-passes, éco-pistes. Ouais. Il y a une phase où même il m'a fait peur presque. À un moment, il a considéré que pendant que nous on faisait la saison 2 et que lui il écrivait la saison 3, que Félix c'était la série, que nous, moi et Brice on était Flap et Anaïs, et qu'on lui confiait Félix qui était la série. Ouais, non mais ça c'est parce que moi j'ai tendance un peu à partir, quand je galère un peu dans l'écriture, à essayer de rattacher ça à quelque chose de réel. Et bref, il a écrit tout un truc, genre oui c'est l'histoire de donc les 2 parents qui travaillent trop, donc nous on était sur la saison 2 et lui sur la saison 3, enfin bref. C'est vrai que moi vu que je me retrouvais un peu babysitter de cette saison 3 alors qu'eux ils étaient en train de... Enfin je sais pas, je trouvais qu'il y avait plein d'analogies qui étaient hyper foireuses du coup. Moi il m'a envoyé ça un week-end, j'étais là, oh putain. Pour l'instant, c'est les 3 qui s'amusent à n'importe quoi. Anaïs qui arrive et là... En fait, je pensais décadrer dans ce plan-là, du coup. Machin, ouais. Le storyboard, c'est le nerf de la guerre. C'est un peu l'étape qui, moi, personnellement, me fait le plus peur. Et Félix qui a trop la honte, quoi. Donc, on dézoome, contre-champ, on voit le van avec un petit bout du kata. Parce que voilà, le storyboard, c'est ce qui permet de voir... en 10 secondes, t'as compris... si l'histoire marche, si les personnages marchent, si le ton fonctionne. Dans le storyboard, à partir du script, on va déterminer la mise en scène, c'est-à-dire que le storyboarder va décider quel angle de vue on utilise à chaque point, mais va aussi décider un peu du jeu des acteurs, enfin des acteurs en dessin animé. Mais moi je pense qu'en fait on peut déjà arriver là. C'était la réaction de Coq. Ah mais ça pue à des os, mais moi je descends pas. On prend la pleine mesure de... Est-ce que ça valait le coup de se faire autant chier sur des points de détail pendant 6 mois sur des scripts, quand en fait une mise en scène efficace permet de faire passer des choses. Enfin, on voit très vite si ça marche ou pas. Et tout d'un coup, on se dit, bah non, en fait, c'est juste nul parce que c'est pas drôle. Brice et Nico, ils ont tendance à continuer d'une certaine manière à écrire jusqu'au bout du bout de l'animatique, en faisant des mini-corrections de pick-up, enfin de voix additionnelles par-ci par-là. Et en fait, à chaque fois, on a dû faire des petits brainstorming pour pousser au maximum les blagues et refaire des petites voix maquettes, refaire des pick-up et pour continuer en fait la phase d'écriture à partir de la V1 du storyboard. Allez, c'est parti pour la césarienne. On s'est rendu compte que le son, ça nous aidait beaucoup à rythmer l'épisode. Donc on s'est dit, on va faire un truc un peu radical, on va tout sonoriser avant. Page 1. Il neige sur la décharge du coin. C'est-à-dire, je rentre avec le script dans la cabine son, on fait une lecture de l'épisode en faisant toutes les voix, et on fait un montage. Eh mais attendez-nous, mais on se retrouve en haut, Doudou. Et ensuite on borde par-dessus. Alors tu vis ici maintenant ? Tu sais, j'ai revendu la villa. Ah bon ? Oui, je suis devenu un vrai minimaliste. On avait besoin, moi en tout cas j'avais vachement besoin aussi d'avoir la partition de l'épisode et des gags avant de carrément avoir les dessins. Putain, c'est énorme. Bon, c'est dans la boîte. Bon, bah, à plus. On a revu la méthode sur la saison 3 parce que pour des soucis aussi de rapidité, en fait, c'est bien de travailler les deux en parallèle. Mais pourquoi ? Tu vas se moquer de toi ? Quoi ? Mais arrête, laisse-le tranquille, arrête de projeter tes peurs sur lui, là. Je comprends rien, là, Philippe, s'il te plaît, articule. Arrête. Si tu fais ça, je te quitte. Bon, ça suffit, Philippe, c'est bon, repose ça. Je crois que tout le monde a compris, là. Oh Morgane, ça va ? Non, n'approche pas, c'est entre lui et moi. Hein, Philippe ? Ça va ? Je crois qu'il m'a sectionné le frein. On est en train de se dire, voilà, il faut quand même passer par une étape dessin, parce que c'est quand même de là qu'on vient, on est plutôt des dessinateurs. T'as Flap, donc le petit espèce d'électricien, quoi. Anaïs en mode panier de Madeleine.
Le layout, c'est la maquette des plans, c'est-à-dire que tu pars d'un dessin qui a été fait au board et tu dois retranscrire ça pour les animateurs. Parce que c'est un peu flou là, on voit sur l'animatique, les yeux ils sont un peu de travers ou des trucs comme ça. Du coup nous on pose tout bien et on fait les décors aussi. Ça se fait pas du tout sur les autres prods, c'est que le layoutman fait tout, c'est-à-dire qu'il fait le décor, la couleur et les poses d'animation. L'idée c'est de donner l'impression que tu as fait le dessin d'un coup en fait. On fait en fonction des capacités de chacun. On aime bien donner par exemple les décors à Laurie Spilorger. On aime bien donner des actings à Célia ou à Mathilde. Enfin voilà, on s'adapte en fonction. Gaspard il reçoit les plans de tous les layoutmen. Il fait deux, trois petites retouches avant de nous les montrer pour voir si c'est bien dans le style et tout. Et puis après on regarde, on valide avec lui. Puis, donc soit c'est validé définitivement, soit ça repart en retake et voilà, ainsi de suite quoi. Il est un peu gêné. Il est un peu gêné, c'est ça. Dans l'animatique, ça passe, hein, mais c'est vrai qu'au layout, c'est un petit peu trop. L'important, c'est la gueule de deux verges. Jaune et bleu, ok. En gros, tous les décors sont faits pour mettre en valeur le personnage. Et ça se joue à très peu de choses. Donc parfois, des petits traits convergents vers le personnage pour mieux lire l'action. Le layout, c'est le moment où tu peux tout perdre. C'est-à-dire que si tu as fait un dessin rigolo au board, et s'il est trop bien dessiné au layout, ça va pas être drôle quoi. Mais en fait on perd un peu tout, on perd un peu tout le délire. Donc c'est vraiment pas facile en fait. L'idée c'est de donner l'impression que t'as tapé ça comme ça pour rigoler, alors qu'en fait tu t'es fait chier pendant 2 ans à écrire un truc. Il faut donner cette impression de spontanéité qui est importante, sinon ça devient de la démonstration technique, c'est moins drôle. L'idée, c'est pas de l'étouffer sous 3 tonnes d'animation qui enlèverait son petit côté pétillant, quoi. Il faut faire quelque chose qui est très épuré, notamment le visage de Anaïs, par exemple. Il n'y a pas vraiment de ligne de cou qui est définie. En fait, c'est que du ressenti. Donc ça, c'est dur, en fait. C'est un peu l'erreur que moi j'ai faite, d'ailleurs, dès le départ. De se dire « Ah, c'est Flap, c'est facile ». C'est parce que c'est facilement dessiné, que les personnages ils sont sympas, mais c'est pas du tout facile. C'est parce que ça parle de personnages, ça parle de relations de personnages, et que les relations entre les gens c'est super complexe, et que ça parle d'amour entre les gens, la façon dont les formes bizarres que ça prend. C'est hyper subtil de réussir à faire passer une émotion avec ce type de dessin. C'est-à-dire que quand on regarde la série, on arrive à comprendre tout ce que les garçons ont voulu faire comprendre. Et avec ce dessin-là, je trouve que c'est hyper difficile. Moi-même, j'étais pas du tout habitué à ce style-là en commençant, avant de faire du board sur Flap. Et la première fois que j'ai dû faire du board, il a fallu que j'essaie de comprendre tous les petits mécanismes de machin. Avec l'expérience, en fait, tu sais ce que ton anime elle va donner, le temps que ça va te prendre. Et là, on te demande de faire vite et de faire bien. Et c'est là où je rematais la saison 1, je me dis, ah oui, effectivement, tu prends l'ampleur de la difficulté du truc, quoi. Il faut être très précis, très concis, même dans les décors, savoir qu'en quelques petites couleurs tu poses une ambiance, une perspective. Alors ça ouvre des possibilités, puisque du coup tu peux te dire ok, je fais une foule de 100 000 personnes, de toute façon c'est 3 traits et on va comprendre, quoi. Mais il faut trouver le bon angle pour donner l'impression de 100 000 personnes avec 3 traits, quoi. Et c'est là le plus difficile, je trouve. Non, je suis sur un truc là. Faut que je crée là. Ok, tu vas prendre une grande inspi. Tu contractes et tu ouvres. Yes. Papa, c'est pas le moment là. Tu vois, Anaïs, c'est vraiment le personnage qui est un peu difficile à dessiner parce que d'un plan à l'autre, elle va changer de style, quoi. En fait, on essaie de jamais trop éloigner la tête des épaules, sinon ça fait bizarre en fait. On a voulu recruter quelqu'un pour faire le layout. C'est un gars qui bosse depuis longtemps dans l'anime et qui est hyper fort, surtout en character design. On se disait, mais lui, il va tout cartonner, il va tout défoncer, ça va être trop bien de l'avoir dans notre équipe, ça va être un gros plus, ça va être génial. Mais on s'est quand même dit, on va faire un petit test. Et ben ça l'a pas fait, du tout, dès le test en fait. C'est-à-dire que même à la fin du test, même lui a dit, j'y arrive pas. J'y arrive juste pas. C'est trop difficile. Ce style-là, j'arrive pas à faire ce style. Parce que quand on fait bouger les personnages, il faut que ça ait l'air d'avoir une certaine structure, genre vraiment des articulations. Et en même temps, on est sur ce truc très senti, donc pour que ça garde cette subtilité-là, je pense qu'il faut du talent.
Dès qu'on a des layouts disponibles, eh bien, on les envoie aux animateurs, on les prépare donc, sous forme de plans bien organisés pour que les animateurs puissent s'amuser avec. On a eu la chance d'avoir une super équipe d'animateurs vraiment, qui ont vraiment fait des chouettes trucs alors que le temps imparti était très minime, quoi. On avait très peu de temps pour l'animation. Ça fait des plombes que tu étais à 2, 3, 4 à t'arracher la tête tout seul dans ton coin et là tu as tout le monde qui arrive et ça c'est le moment trop bien, quoi. Les décors arrivent, les layouts, posing arrivent, l'animation arrive et c'est génial parce que c'est ce qu'il y a de plus marrant en fait. Au bout du compte, dans ce qu'on fait, c'est le travail d'équipe. C'est de voir les savoir-faire de plein de gens aller au service d'une prod, quoi. Et c'est très enthousiasmant de voir ces équipes-là avec beaucoup de jeunes aussi, des gens qui amènent aussi leur jeunesse, leur fraîcheur au milieu de ces 30 quarantenaires qui est perdus dans ce monde qui va trop vite. Non, c'est chouette de voir ces énergies-là au jour le jour avec autant de personnes. Chaque animateur, en fait, quand il arrive sur une prod, il a un peu sa propre façon de faire, sa propre mayonnaise, et ils doivent s'adapter un peu au goût des réalisateurs. Donc moi, je suis là pour unifier le style. L'animation sur Flap, elle est très saccadée, très cut, comme on dit dans le jargon, et on va demander aux animateurs de vraiment aller à l'essentiel, quoi, de viser juste. Il faut savoir que les quotas d'animation, c'était 10 secondes par jour, par animateur, terminé. Donc terminé, bonsoir, correction comprise. Donc c'est juste énorme. Et ça demande quand même une très grosse concentration, une bonne organisation, pour pas se retrouver noyé dans le tsunami de plans qui m'arrive et en plus dans le désordre. 12 milliards d'années-lumière pour retourner sur Terre. Y a pas à dire, c'est très très long. En fait, la saison 3, c'était super dur parce qu'on a mis toutes les difficultés possibles. Un nouveau personnage important, ce qu'il n'y avait pas dans la saison 2, qui parle avec les fesses en plus, donc en termes de mise en scène, c'était l'enfer parce que les fesses, c'est très loin du visage, donc les cadrages, bref, faut y penser. On a hésité, on se demandait est-ce qu'il faut un enfant, mais les enfants, c'est un peu l'enfer à gérer. Enfin, on a essayé d'enregistrer mon fils pour qu'il dise papa, on a réussi à avoir 1 prise et demie, bref. C'est bon? Attention, Félix, tu cries papa! 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 Non, papa! Casey, c'est Balak qui nous l'a proposé. On peut pas être romantique avec les fesses. Quoi? Bah, ça l'a fait tout de suite en fait. Dès la première lecture, on s'est dit ah mais ça marche trop bien, quoi. On compte les boules dedans et on s'invite à la maison. Après, je suis plus. Est-ce que vous avez les paroles écrites quelque part? Il sait jouer de la guitare, il sait chanter. Bon bah banco, on n'a pas à chercher plus loin. 3, 4. 12 milliards d'années-lumière pour retourner sur Terre. Y a pas à dire, c'est très très long. Balak, on lui a demandé de faire certaines musiques, notamment la musique d'ouverture de la saison 3. Et il a vraiment su trouver une sorte de petite ritournelle magique qui reste dans la tête. Y a pas à dire, c'est très très long. Alors on compte les boules dehors, on compte les boules dedans, jusqu'à ce qu'on soit à la maison. Hey, 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 fess on Je suis paré pour faire l'épisode 6. Alors le rôle titre, c'est Monsieur Flap. Alors j'ai été amené, on va dire, la plupart du temps à faire sa voix. On s'est dit simplement, il parle par l'urètre. Alors ça doit être assez aigu. Il peut pas articuler, parce qu'il a pas vraiment de corde vocale, donc ça doit être un peu étouffé, un peu coincé, donc ça doit faire... N'aie pas peur, Philippe, mettez ce qui est bien parallèle, sinon on va pas avancer, hein. Il y a Cécile qui interprète le personnage d'Anaïs. Ouais. C'est vraiment super parce qu'on a quelque chose de vraiment atypique sur ce personnage. Un petit grain dans la voix, ce petit grain rock'n'roll qu'elle a su lui donner sans être trop caricatural, qui est pas du tout sa voix naturelle. Bah oui, c'est très rigolo. Bah ouais, Philippe, ce serait mieux pour toi, non? Il
Il y a eu des trucs vraiment extrêmes, hein, même l'épisode de l'accouchement notamment. Mais c'est quoi ce bordel? Il fallait vraiment donner du coffre et de la voix quoi, pour les contractions. Et elle a vraiment joué le jeu, donc c'est super quoi, c'est vraiment des bons souvenirs. Putain! Putain! On a bossé avec Karim. Oh mon Dieu, mais je suis Morgane. Il joue un peu, d'une certaine manière, la sensualité, le charme un peu dans la voix. Allez Félix, on reprend à la tierce. Il a totalement su choper ce truc un peu second degré du blond qui est complètement sincère, mais en même temps qui a pas su lire en fait, comment dire, ce qu'il aurait fallu faire avec Anaïs pour que ça fonctionne, et ça le rend touchant en fait ce personnage, c'est vraiment super quoi. Mais qu'est-ce que t'as foutu putain? 3 millions, mais merde! Enfin je me rappelle toujours en fait des premières lectures. Mais bravo, mais ouais! Je me rappelle qu'on a testé des trucs vraiment caricaturales sur le blond, oh salut les loulous, ce genre de trucs un peu surjoués et tout ça. Et puis à un moment donné, il a commencé à lire le texte juste pour se mettre en tête avec sa voix normale. Et là, on lui a dit « Qu'est-ce que t'as fait? C'est vachement bien ça !» Comment ça, qu'est-ce que j'ai? Mais j'ai rien fait. Bah, c'était la voix de Morgane de Verge en fait. T'intègres directement dans la partition de ton partenaire. Et là, soudain, il y a une osmose, quelque chose qui se passe, on oublie l'autre et il n'y a plus que toi et tu rayonnes. Anaïs, tu rayonnes. C'est incroyable, tu es nécessaire à l'art. Alors je pense au personnage de Claude qui est interprété par le magistral Laurent Nicolas, qui à la base n'est pas forcément effectivement acteur, mais qui bosse dans l'animation en tant que réalisateur. Ça tourne! Mais putain, mais ça tourne! Il a l'oreille de l'animateur, si j'ose dire, c'est-à-dire il comprend la rythmique de l'animation parfaitement. Et hop, tada! Dans 3 mois, on se fait une belle salade de carottes. Moi aussi je t'aime bien, je t'adore, je sais. Je peux pas la blairer. À mon avis c'est du genre à bitcher par derrière Chloé, faut pas lui faire confiance. Ah ça pue la mort ici! Désolé Morgane, mais moi je descends pas. Je me suis rendu compte que j'imitais un tout petit peu ma meuf. Parce qu'elle fait un petit peu des E en fin de... Mais c'est très léger, et moi, du coup, quand je l'imite, j'ai tendance à pousser ce truc à l'extrême. Et du coup, le bruitage, j'imagine que tu vas le faire à la main? Ouais. Qu'est-ce qu'on s'amuse? En fait, il y a quelque chose de vachement intéressant sur l'évolution des 3 saisons, c'est qu'on a quand même trouvé notre Dream Team au fur et à mesure. Les choses qui ont fait ralentir la saison 2 ont été assez précisément identifiées et ont permis de faire rouler la saison 3 à une vitesse impressionnante en fait. Et là où il y a eu un miracle, c'est que la saison 3, on a réussi à peu près à rattraper ce retard. Et l'écriture s'est très bien passée, et on a retrouvé vraiment la cohésion qui fait la force de la série. À la fin de la 3e saison, l'équipe, il n'y avait quasiment pas de retake, quoi. C'était pas une mince affaire, c'était pas gagné, et c'était impossible, on pouvait pas. Ils nous ont dit « Ça peut pas exister les gars, on peut pas faire une série avec un personnage qui a des couilles comme ça, c'est plus 18 ». Et donc on s'était dit « Mais jamais on pourra le faire quoi ». Et là on se retrouve à avoir fait 3 saisons, c'est génial quoi. Et j'ai mesuré le travail énorme que c'était vraiment, et j'ai vu aussi le travail de mise en scène, de réalisation, de cadrage. Il y a des choses vraiment très très fortes en animation. Il y a une exigence naturelle en fait qui se dégage des piliers du studio qui sont les directeurs artistiques ou des réalisateurs comme Brice et Nicolas qui sont là depuis longtemps en fait. Les réalisateurs sont autant adorables que géniaux. C'est une exigence générale qui se diffuse dans tout le studio, et quand quelqu'un arrive au studio, un technicien ou un artiste, il a envie de se mettre au niveau et de faire aussi bien. Et je pense que c'est pour ça que malgré un vernis qui peut être presque pensé comme simpliste chez Monsieur Flap, en fait il y a beaucoup de travail derrière, il y a beaucoup d'applications. Ça donne des échanges un peu sympas, même un peu lunaires. Plus rebondissante la couille s'il te plaît. C'est un projet que je trouve extrêmement bien mené. J'ai un faible pour les séries qui sont capables d'être parfois un peu râlées pâquerettes ou vraiment trash ou vraiment dedans, et d'une minute à l'autre de se faire faucher par l'émotion. Et je trouve que à ce niveau-là, on a réussi à bien avoir cet équilibre-là et à faire surgir l'émotion d'une histoire et de personnages qu'on n'imaginait pas avoir cette profondeur-là. C'est une série qui est très émotionnellement très touchante pour moi et puis
j'espère les gens qui la regardent, quoi. Vraiment, ce que ça raconte, c'est l'extrême altérité et la relation aux autres. Et c'est vraiment ça, mais c'est fou, comme ça nous interroge là-dessus, mais de façon très profonde, quoi. Et franchement, quand on est arrivé à la fin, mais peut-être ça va le refaire maintenant, mais j'étais trop émue, quoi. Trop émue, parce que c'est un espèce de ultra happy end qui fonctionne hyper bien. Ouais. C'est vraiment un gros medley à la fin vu qu'on devait aller vite, on y allait, quoi. C'était cool. On a réussi, David, on est allé jusqu'au bout. C'est pour toi aussi. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la fin de la saison 2, je m'étais dit, je pourrais pas refaire ça, quoi. Je pourrais pas refaire ça. Et en fait, quelques jours après avoir livré la saison 3, je me disais, il me tarde de rebosser avec Brice et Nico pour faire un autre truc, quoi.